Hello, hello à tous. Bonjour à toutes Bienvenue. et à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment aborder une problématique produit dans le cadre d'un hackathon avec Arnaud. En attendant que tout le monde se connecte et nous rejoigne, je vais me présenter rapidement et vous présenter un peu Maestro. Donc du coup, je m'appelle Héloïse, moi ça fait 2 ans et demi que je suis chez Maestro, je m'occupe des différents programmes de formation qu'on a au sein de l'école. On est l'école du produit et de la tech. Avant que je rentre un peu dans le détail, peut-être vous pouvez nous dire aussi un petit mot sur vous. Ça nous aidera avec Arnaud d'adapter le live aussi en fonction. Donc voilà, dites-nous dans le chat si vous êtes product people, donc manager, builder, designer, si vous êtes no-code maker, si vous utilisez le no-code dans votre quotidien pro. Et surtout, vous pouvez aussi nous dire ce que vous attendez de ce live, si vous avez des attentes spécifiques comme ça avec Arnaud, on pourra aussi adapter en fonction. Le but, c'est qu'on puisse faire ce live pour vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des attentes particulières à les partager avec nous dans le chat. Pendant que vous... on a Quentin qui est Product Manager et Salesforce Builder. Trop bien, merci Quentin. Et je vois que les autres, vous êtes encore en train de taper. Donc, on va regarder le chat. En attendant que vous répondiez aussi, je vais vous parler du coup un peu de Maestro. Donc Maestro, comme je vous disais, c'est l'école du produit et de la tech. Notre pédagogie, c'est vraiment d'apprendre en faisant et par la pratique, d'où le hackathon. Et on a justement instauré un hackathon dans notre parcours no-code. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça important de vous en parler aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on est persuadé de l'apprentissage par les pratiques et donc toute notre pédagogie et tous nos programmes sont sous un équilibre de théorie et de pratique. On a différents programmes, comme je vous le disais. On forme des personnes qui veulent devenir product manager on forme aussi les product people, que ce soit au design, à la tech, à la partie tech spécifique pour les product managers, au numérique responsable et on forme au no-code. Au no-code sous l'aspect product builder entre autres, de comment on conçoit des produits avec des outils no-code. Et c'est aussi dans le cadre de Smilestrix qu'on va aborder ce programme et qu'on va pouvoir vous en dire plus. En termes de date, la prochaine formation est donc le 12 janvier. Osvan, dont vous avez les contacts juste ici, s'occupe des admissions. Que ce soit le bootcamp Product Management ou celui en no-code, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions sur ces programmes-là. Il se fera une joie d'y répondre. Si vous connaissez là le Maestrix, vous avez peut-être vu ça sur Meetup, LinkedIn ou notre site, mais si vous êtes nouveau et que vous êtes là complètement par hasard, n'hésitez pas à nous suivre pour nos prochains rendez-vous sur ces différentes plateformes. Je vais m'arrêter là parce que je vois que vous avez pu vous présenter dans le chat et je passe directement la parole à Arnaud qui va pouvoir se présenter. Arnaud qui est un de nos experts grâce à qui on fait tous nos programmes, qui est là depuis la première promotion Maestro, que vous avez peut-être déjà vu parce qu'il intervient très régulièrement, il a déjà fait des Maestrix, donc que ce soit le product design parce qu'il est UX designer, l'agilité, le no-code et tous ces sujets-là qui tournent autour du produit, il a l'habitude de prendre le micro et aujourd'hui on voulait vraiment prendre le micro sur cette thématique qui nous tient à cœur avec Arnaud, du hackathon, parce que tout le pari, nous, quand on a lancé la formation no-code, pour vous remettre un peu le contexte, c'était de réussir à intégrer cette dimension produit qui nous est chère chez Maestro et auquel on croit énormément dans le cadre de la prise en main d'outils no-code et dans vraiment le cadre d'une conception d'un produit en no-code. Et donc voilà, là, l'objectif de ce talk, c'est de vous parler de comment aborder une problématique produit, comment on garde cette dimension produit quand on est dans un temps court, une mise en pratique et la prise en main d'outils. Je vais arrêter mon partage pour que Arnaud, tu puisses partager ton écran et être maître des slides. Et puis surtout, n'hésitez pas. Moi, j'ai un œil vigilant sur le chat. Donc, Arnaud aime bien aussi être dans l'échange et interagir avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et on pourra être en interaction pour toute cette petite heure qu'on a ensemble. Arnaud, je te laisse le mic. Merci Héloïse pour cette présentation. Je suis ravi d'être avec vous tous aujourd'hui pour effectivement parler de ce hackathon no-code. C'est une formation, on est à la 2e promotion. Il y a une 3e promotion qui est prévue pour janvier. Ça fonctionne bien. On a des promotions voilà, avec des participants qu'on arrive à mettre en équipe, qui quelquefois travaillent ensemble pour la première fois et qui finalement arrivent à réaliser un produit
de A à Z en no-code, aller chercher du paiement en ligne, aller chercher la mise en ligne de ce produit. Et donc, c'est assez excitant, effectivement, dans le cadre de cette formation. On est sur une période qui est assez ramassée. En un mois, finalement, c'est 3 jours de hackathon à raison d'1 journée par semaine. Donc, ça nous laisse effectivement non seulement l'amplitude pour pouvoir travailler correctement, mais aussi le plaisir d'accompagner en présentiel comme à distance l'ensemble des participants pour arriver à réaliser leurs produits. On va essayer de se donner des bonnes pratiques tous ensemble. Le hackathon, c'est bien parce qu'on se met dans une tension, véritablement. On a très peu de temps pour arriver à produire. Et donc, ça nous permet de prendre des décisions assez radicales. Et c'est ces bonnes pratiques-là que je veux vous donner, parce que si ça marche dans le hackathon, ça peut aussi marcher dans vos carrières professionnelles. Et je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment tout de suite prêtes un peu comme clé en main, que vous pourrez peut-être réutiliser dès aujourd'hui dans vos carrières. Super. Et que prioriser, que ce soit dans le cadre d'un hackathon ou d'un métier de product manager, ça reste clé, quoi. Exactement, et là c'est la priorisation la plus radicale avec celle du hackathon où quelquefois il ne faut pas être là pour faire du beau, il faut d'abord faire quelque chose qui fonctionne, et c'est ce qu'on va aller regarder ensemble. Alors, je reviens sur ma présentation, je suis là, X, très bien. Vous voyez bien mon écran désormais, moi je ne vous vois plus. Ouais, t'inquiète, je vois le chat et je te dis si on a des questions particulières. Vous n'hésitez surtout pas, hein, Héloïse l'a bien présenté, je suis passionné par plusieurs domaines, c'est vrai que moi j'ai commencé ma carrière comme UX designer, j'ai travaillé notamment pour l'éducation nationale, réseau Canopé, pour la labellisation étatique, grande école du numérique. On a monté des campus qui sont dédiés aux personnes décrocheurs scolaires ou en reconversion professionnelle un peu partout en France par rapport au métier du numérique. Je suis passé par une start-up qui est maintenant une grosse scale-up qui s'appelle Open Classroom, qui est le leader de la formation en ligne en Europe et qui fonctionne très bien, pour qui j'ai fait des parcours, notamment les parcours Scrum Master, Product Manager, pas mal de choses. Et puis, je travaille aussi effectivement avec Maria Schools depuis maintenant un peu plus de 4 ans sur l'ensemble des programmes, surtout quand même liés à l'agilité ou à l'UX design. Donc, ça a été très bien dit par Héloïse, product designer, product manager, voilà des choses que font très bien, forment très bien Maestro. Maintenant, les product builders, finalement, les personnes qui s'intéressent au no-code, c'est vraiment, il y a presque une fiche de poste qui apparaît de product builder. Et puis plein d'autres, des product owners également, des growth hackers. Vous savez qu'avec Maria School, plusieurs écoles, Lyon, Maestro, qui vous permettent effectivement de trouver les top métiers actuellement sur le marché de l'emploi et d'y être formé très correctement en mode Champions League, comme j'aime si souvent le dire. Ok, alors maintenant que les présentations sont faites, donc pareil, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur mon portfolio, sur les produits que je crée actuellement, avec mon collectif Popa, j'ai un associé UI designer, un autre qui est développeur, tout ça, vous pouvez retrouver ça sur LinkedIn en tapant les bons mots-clés, Arnaud, Lisa Joux. Normalement, ça devrait fonctionner très bien. Et donc, je passe un peu sur ma présentation pour aller un peu plus vite sur ce qui nous intéresse, effectivement. Je voulais pratiquement faire les 10 commandements, quoi, les 10 commandements du hackathon. Je trouvais que c'était un peu ambitieux. Parce qu'évidemment, il faut laisser ça à Moïse, il faut laisser ça à Dieu. Moi, je ne suis qu'un simple petit être humain. Donc, j'ai donné quelques commandements. Mais ce pas des commandements c'est pas des ordres. Vous n'êtes pas obligé de les respecter à tout prix. C'est surtout pour qu'on puisse échanger ensemble, évidemment. Et je vais vous proposer ça dans l'ordre logique. Ok, on est parti. Alors, sur ces Hackathon Commandments, ou ces Hack Commandments, il y a quelque chose qui est effectivement très important lorsqu'on se lance dans un hackathon, c'est de choisir un peu finalement ce que va être son processus, quoi. Non seulement son processus de conception, mais un peu son modèle de développement. On ne va pas pouvoir faire un gros design thinking avec plein d'entretiens utilisateurs, avec énormément de recherches, avec des grosses études de marché. Voilà quelque chose qu'on ne va pas vraiment pouvoir faire en hackathon, puisque hackathon, vous connaissez la définition. Si on est sur un startup week-end, on a 54 heures. Si on est sur un hackathon, on a entre 24 et 48 heures, ça dépend des hackathons. Alors, quitte à ne pas dormir, quitte à travailler comme un fou, toujours étant qu'on est dans une boîte de temps qui est très resserrée. Donc, on ne va pas pouvoir effectivement mettre en place toutes les belles techniques du design thinking, ça ne va pas être possible. Donc, par rapport à ça, on va essayer déjà de se limiter à 2 choses en conception qui me semblent hyper importantes, à savoir un objectif. Il faut absolument se donner un objectif pour aligner son équipe, aligner son organisation. On va regarder ça dans le détail. Et puis, il faut avoir une cible. Il faut avoir une cible bien précise, puisque si vous essayez de toucher tout le monde, en gros, si vous visez tout le monde, vous ne toucherez personne.
C'est souvent ça l'expression. Il vaut mieux avoir quelqu'un de bien précis en tête. On ne fait pas des albums de Tintin, c'est pas de 7 à 77 ans. C'est une cible bien précise quand on fait du MVP pour être sûr de pouvoir recueillir les bonnes datas, les bonnes données lors de nos tests utilisateurs. Si on commence à s'adresser à des personnes qui sont trop différentes, on aura du mal à distinguer finalement les attitudes, les comportements. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à être radical. Je vais le dire très précisément. Je veux dire, il faut être sur, par exemple, des tranches d'âge qui dépassent pas 10 ans, quoi. C'est vraiment, on va chercher des 25-35 ou des 35-45. Mais on va pas avoir l'ambition d'aller tacler toute une génération, c'est-à-dire 25 ans d'écart type. Ça sera très, très compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, entre la jeune génération et les plus vieilles, il y a vraiment des différences de comportement sur le produit informatique qui sont assez importantes. Je veux dire, moi, je suis pas sur TikTok, je suis pas sur, ça m'intéresse pas. Je trouve ça c'est trop fou pour moi. Mais parce que ça y est, je suis un vieux, je suis un dinosaure, quoi. Alors que il y a des personnes qui ont 5, 10 ans de moins que moi et qui eux sont à fond sur TikTok et qui sont très créatifs sur ce produit et tant mieux pour eux. Donc finalement, faut pas hésiter à être déjà cette radicalité dans l'objectif. Vous allez voir que là aussi, on va pas multiplier les objectifs, on va aller chercher une technique qu'on appelle la North Star métrique, l'étoile polaire. Donc vraiment cet objectif très lointain qui nous permet de nous aligner, plus notre organisation finalement que notre produit, parce que quelquefois en cours de hackathon, ça va un peu se fâcher entre les collaborateurs, on est sous stress, vous imaginez bien, on dort pas, et donc quelquefois, au bout de quelques heures, ne serait-ce qu'au bout de 7 heures, on est en train de travailler comme un fou, si on n'est pas d'accord avec nos collaborateurs, c'est bien de revenir à notre objectif principal, celui sur lequel on s'était mis d'accord dès le début du hackathon, pour soit le modifier, le faire évoluer, c'est pas dans le marbre, on peut évidemment continuer à le faire évoluer, mais on le fait ensemble, on le fait en connaissance de cause, parce qu'on veut pivoter, parce qu'on veut aller chercher autre chose sur le produit. Et puis sinon, quand on commence aussi à perdre un peu pied, à déborder, à plus être aussi radical qu'on le voudrait, à rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas si prioritaires que ça dans notre produit, là aussi, c'est bien de revenir sur l'objectif, sur notre cible, pour voir à quel point on est près de notre cible, à quel point on est près de notre objectif, pour arriver à travailler correctement ensemble. Donc ça, franchement, et Arnaud, pour ceux qui ne connaissent pas du coup ce graphique, est-ce que juste tu peux donner un exemple? Par exemple, là, le fait, c'est que Netflix, sa métrique principale, c'est l'attention. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ça pour ceux qui se demandent? Avec grand plaisir, et ces ressources sont cliquables comme vous pouvez le voir, comme ça vous pouvez revenir dans le détail avec des articles de référence. Là, c'est Amplitude. Amplitude a fait très très bien le taf. Alors Amplitude, c'est un gros outil pour faire de l'analytique, pour analyser les parcours de nos utilisateurs, la façon dont ils se comportent, les actions qu'ils font ou qu'ils ont sur nos produits. Et ils ont sorti cet article dans leur blog, comme vous pouvez le voir, que chaque produit doit avoir sa North Star. Et là, on pourrait même retitrer chaque hackathon, chaque équipe de hackathon doit absolument, là, c'est même pas need, c'est vraiment doit avoir une North Star métrique. Must have une North Star métrique pour pouvoir avancer tranquillement. Ça porte bien son nom, la North Star métrique, c'est vraiment l'objectif qui gouverne tous les autres objectifs. Moi, je prends souvent l'analogie du Seigneur des Anneaux, c'est l'anneau qui gouverne tous les autres anneaux. Là, c'est pareil, c'est vraiment l'objectif assez lointain, assez très vision finalement. On répond à un pourquoi on fait ce produit, un pourquoi on fait ce hackathon, un pourquoi on travaille ensemble, mais qui va nous amener à nous projeter en termes de vision assez loin finalement sur ce qu'on est capable de faire et sur ce qu'on veut faire. Et ça, c'est vraiment super avec la North Star métrique. Alors, on va prendre des exemples concrets. Je passe un peu rapidement sur cet article, si vous voulez en connaître toute la théorie, les origines, évidemment, c'est un article qui est très, très, très bien foutu à ce niveau-là. Mais on va aller, nous, directement vers des exemples concrets qui sont assez parlants. Déjà, la North Star métrique, elle part de cette analyse. Elle part de ce postulat que finalement, tous les produits que vous utilisez, applications mobiles, sites internet, j'en passe et des meilleurs, répondent à une de ces 3 grandes familles. La famille de l'attention, c'est typiquement le cas effectivement de Netflix, de Facebook. La transaction, c'est les gros e-commerce, c'est Amazon par exemple. Et la productivité, c'est Figma, c'est Notion, c'est Amplitude. C'est tous les outils qui nous amènent à être plus productifs évidemment. Et quand déjà on a choisi sa famille, eh bien il y a des exemples de North Star métrique qui vont nous orienter, qui vont nous aider à formuler notre propre North Star métrique au regard du produit qu'on a envie de concevoir puis de développer. Donc voilà des exemples. Si on est dans le jeu de l'attention, Facebook, Netflix, eh bien vous voyez par exemple que pour Facebook, c'est le temps, time spent actively engaging with feed. Ah oui, c'est le temps passé où on est actif, engagé avec notre fil d'actualité. Donc, c'est d'interagir avec notre fil d'actualité. C'est vraiment de laisser des likes, c'est de partager le contenu. C'est ça qui va vraiment intéresser Facebook.
parce qu'il y a beaucoup de gens, vous le savez, de plus en plus, qui ont des comptes Facebook, mais qui sont vraiment simplement spectateurs, qui ne s'engagent pas du tout. Ils ne font que consulter les contenus finalement, mais ils ne réagissent jamais. Et ça, ça veut dire que le réseau social, la communauté, elle est un peu zombie. Et ça, pour Facebook, c'est pas très cool. Donc ils veulent des utilisateurs, mais pas n'importe quel type d'utilisateur, des utilisateurs engagés. Ça dit beaucoup de la vision de ce produit et même de leur business model derrière. Netflix, là aussi, je trouve que c'est encore plus frappant, c'est le nombre de personnes, le nombre de personnes abonnées qui regardent versus le nombre d'heures de contenu par mois. Et là aussi, c'est très intéressant de la part de Netflix, c'est, là pour vous la traduire correctement, c'est dire finalement, Netflix ne va pas tant surveiller, enfin en tout cas, ça ne sera pas la North Star métrique de voir si vous regardez ou non du contenu. Ça, ils s'en fichent un peu. Parce qu'ils savent très bien qu'à la fin du mois, vous payez votre abonnement quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si vous ne faites que papillonner comme ça ou butiner des trailers, des bandes annonces, et c'est souvent ce qui se passe sur Netflix. On passe plus de temps finalement quelquefois à choisir le film qu'à regarder le film. Ça fait le jeu de Netflix. Ça fait le jeu de Netflix, vous payez votre abonnement à la fin du mois, et tout ça est très bien dans le meilleur des mondes. Donc, voilà, c'est assez subtil une North Star métrique. Vous voyez, c'est pas forcément juste augmenter son chiffre d'affaires, avoir plus d'utilisateurs. Non, ce serait un peu trop simple. C'est toujours un peu plus subtil et c'est au plus près du jeu qui est joué effectivement par l'entreprise. Et donc là, vous avez des exemples qui sont très intéressants. J'en connais un autre, c'est pour Doctolib. Donc Doctolib qui va être plutôt sur du transactionnel. Dans un premier temps, Doctolib, sa North Star, c'était effectivement d'augmenter le nombre de leads ou le nombre d'ailleurs de prospects dans leur base de données, c'est-à-dire d'avoir le plus de médecins possible en base de données pour qu'ensuite les commerciaux puissent faire rentrer ces médecins sur Doctolib. C'était vraiment ça leur première North Star métrique. Voilà. Et désormais, ça a évolué. Maintenant, Doctolib est bien installé, donc ils ont pu changer leur North Star métrique. Et leur North Star métrique, désormais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps justement avec des maestros, parce que si vous tapez North Star métrique Doctolib sur Google, vous pourrez trouver ces informations. Eh bien, c'est de maintenant, ils envisagent la télémédecine, et donc ça va être le nombre de vidéos visionnées par les utilisateurs. Ouais. Donc ça dit beaucoup du changement de vision ou de l'évolution de la vision de Doctolib, et donc du business model et des fonctionnalités qui vont apparaître dans ce produit par la suite. Ça va être la même utilisation qu'on va en avoir en hackathon finalement, se donner une belle North Star métrique pour que lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on dérive, parce que c'est souvent l'analogie de la navigation marine, qui est utilisé par les startups. C'est bien d'avoir un commandant à bord, un product manager, un product owner. C'est bien d'avoir une North Star métrique pour être sûr de bien naviguer dans la bonne direction et de ne pas dériver. C'est bien aussi d'avoir une boussole quand on est sur un bateau. Et ça, la boussole, c'est l'utilisateur. Donc cette analogie, elle fonctionne bien. Une étoile polaire, une boussole qui est l'utilisateur, un commandant, un product manager potentiellement. Et là, on peut partir en hackathon tranquillement. OK. On peut donner d'autres exemples sur la productivité, là aussi très intéressant. Le nombre de personnes engagées, d'abonnés engagés sur la version cloud de Adobe, parce que là aussi, Adobe vend beaucoup à des écoles, beaucoup en B2B, et finalement, c'est bien d'avoir une licence Adobe sur son ordinateur, mais si on ne l'utilise pas, ça ne fait pas le jeu de Adobe finalement. Eux, ils veulent aussi des personnes qui non seulement ont la licence, mais pas comme Netflix qui paye leur abonnement quoi qu'il arrive, mais là, c'est un peu plus, là aussi, c'est un peu plus subtil, c'est de la productivité qui nous intéresse. Donc, ce sera des personnes qui, créent des livrables, créent des nouveaux documents, sont engagées, évidemment, sur leur licence. Très intéressant. OK. Donc ça, la North Star métrique, très, très, très puissant. Pour toute personne qui travaille dans le produit, franchement, c'est de toute façon, la plupart des startups, des entreprises innovantes, et même traditionnelles commencent à s'approprier cette technique qui est vraiment d'une puissance terrible et qui nous permet après de décliner potentiellement un modèle OKR, objectif et résultat clé. Bon, ce modèle OKR, il est gouverné par quelque chose d'un peu plus haut, on va dire. C'est la North Star métrique, pour ceux qui connaissent le modèle OKR et qui voulaient faire le lien logique entre les deux. La North Star métrique gouverne tous les autres objectifs du modèle OKR. OK. Là, on est bien. On est bien, et puis on va regarder aussi un petit peu donc, sur ce processus de conception très accéléré pour le hackathon, ce qu'on attend aussi lorsqu'on parle d'une cible. Et là, pareil, je suis allé chercher une grosse ressource, Nielsen Norman Group, donc, deux messieurs là, Jacob Nielsen et Niels Norman, je ne me souviens plus de son prénom. Comment il s'appelle, le Norman? Si quelqu'un là, n'hésitez pas à me le mettre. Bon, ça va me... Daniel. Dan Norman et Jacob Nielsen, qui sont deux grandes stars de l'UX design, deux grands monsieur,
Imaginez, ils ont travaillé sur vos systèmes d'exploitation, c'est-à-dire vos Windows, vos macOS, pas des petits sujets. Et pour le coup, ils préconisent vivement comme première étape du design thinking, et nous on gardera que cette première étape, on n'ira pas trop loin dans l'ensemble des définitions qu'on peut avoir de l'utilisateur, et vous savez que ça va loin dans le produit. On peut avoir des personas, persona UX, persona marketing, entretien utilisateur, enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en design thinking, évidemment en termes d'empathie et de définition. Là on va juste garder la carte d'empathie, premier niveau. Vous voyez qu'on l'a là en version très light, on va s'intéresser à ce que disent les utilisateurs, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils font. On met notre Arnaud, ouais. je te coupe juste parce qu'il y a une question de Fabrice dans le Bien chat sûr, avec qui dit, plaisir. mais est-ce que du coup, dans le temps, dans un hackathon, on peut trouver une North Star métrique ou il faut anticiper? Alors là, on rentre dans la stratégie, effectivement. On rentre dans le game, on rentre dans le vrai jeu. Moi, je vous avoue, pour avoir gagné des hackathons et pour en avoir perdu, et j'en ai beaucoup plus perdu que j'en ai gagné, évidemment, pour le coup, les équipes qui sont déjà préparées gagnent. Enfin, moi, j'ai souvent gagné quand on était déjà à peu près, c'est-à-dire l'équipe était déjà constituée et la North Star métrique, on avait déjà une petite idée en tête. Ouais. Parce que sinon, on risque de débattre pendant, imagine, 1 heure. Alors, ça dépend aussi de son niveau d'expertise. Je veux dire, là, moi, tu me mets qu'avec des monstres, en 45 minutes, même en 30 minutes, on aura trouvé notre North Star métrique. Là, tu travailles avec des personnes, c'est la première fois que vous travaillez ensemble, il faut déjà apprendre à se connaître, etc. etc. Là, c'est sûr que vous allez mettre beaucoup plus de temps à trouver votre North Star métrique, d'autant plus que ça peut être assez difficile quand il n'y a pas d'existant. Alors, on a des exemples, on peut faire des analogies, mais quand on n'a pas d'existant, ça peut être un peu compliqué. Moi, je le conseille quand même toujours vivement, de commencer par la North Star métrique. Maintenant, voilà, si vous n'êtes pas habitué avec la chose, il vaut mieux s'entraîner un petit peu avant, il vaut mieux anticiper avant le départ du hackathon. Et puis, si ce n'est pas possible, il faut trouver les moyens, grâce aux ateliers, là, grâce aux ressources que je vous partage, d'aller vite sur ce sujet. Et puis, encore une fois, de ne pas se mettre la pression. On est hackathon, on pose une North Star métrique à l'instinct. Si elle n'est pas bonne, 2 heures plus tard, on la modifiera. Mais encore une fois, tant qu'on le fait ensemble, qu'on est aligné, qu'on est tous d'accord, ça qui est important. C'est d'avoir une North Star métrique finalement et d'être d'accord autour de cette North Star métrique. Qu'elle soit bien rédigée du premier coup, ça n'existe pas. De toute façon, en informatique, faire bien du premier coup, il vaut mieux oublier cette idée. On fait preuve d'intelligence collective, on lance quelque chose, on est empirique, on envoie du travail et puis après, derrière, on l'améliore en continu. Ça, c'est la bonne façon de réfléchir en informatique. Donc, pas de souci de ce côté-là. Je pense qu'en fonction de votre niveau d'expertise, vous saurez choisir la bonne technique maintenant qu'on les a précisées. Je reviens sur la carte d'empathie. Vous voyez qu'ici, c'est une version light. On peut trouver des versions un peu plus, voilà, on va essayer de compléter. Je préfère partir de la version complétée parce que voilà, ça nous permet de mettre bien la caricature utilisateur au centre. Donc, Jamie, qui a effectivement entre 25 et 35 ans, entre 25 et 30 ans, très radicale. Je ne sais pas, elle habite en ville, elle n'habite pas en ville, elle a des enfants, elle n'a pas des enfants. Quelques petites données démographiques comme ça, mais voilà, très, très, très radicale. Et puis, derrière, la parole des utilisateurs, elle est partout sur Internet. Elle est dans les avis de l'App Store. Je parlais avec une startup, avec le directeur et fondateur d'une startup qui s'appelle Caros, qui fait du covoiturage dynamique, c'est-à-dire pour des entreprises, pour des grands comptes, qui permet aux salariés des grands comptes de faire en covoiturage dynamique, c'est-à-dire un peu différemment que Blablacar, de pouvoir faire donc les trajets plutôt quotidiens, les trajets plutôt pendulaires entre sa maison et son travail avec les collaborateurs de son entreprise. Super. Il s'appelle Caros, K-A-R-O-S. Et lui, il me disait, c'est simple, le problème qu'on a cherché à tacler lorsqu'on a créé Caros, on l'a trouvé dans les avis négatifs de Blablacar. C'est-à-dire que vraiment, ils sont allés sur l'App Store, ils sont allés voir la page dédiée à l'application Blablacar, et ils ont regardé scrupuleusement l'ensemble des avis, en extrayant évidemment les avis négatifs. Ces avis négatifs, ils ont pu les ranger entre ce qui était plutôt ressenti, ce qui était plutôt dit, ce qui était plutôt fait, ce qui était plutôt pensé. Et au regard de toute cette information, ils sont allés en brainstorming et ils se sont dit, ah ouais, voilà ce qui manque, il faut qu'on fasse du covoiturage dynamique parce que les gens, sinon, ils s'arrangent dans le dos de Blablacar, sur WhatsApp. Donc nous, il faut qu'on propose un nouveau produit qui va arriver à travailler ça correctement. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça marche très bien pour eux. Donc, voilà, les avis des utilisateurs, ils sont partout et ils sont précieux. Ils permettent vraiment de créer des startups solides. Caros en est un très, très, très bon exemple qui s'est créé voilà, dans le creux de Blablacar par rapport aux avis négatifs des utilisateurs de Blablacar. Donc, c'est super technique. Vous voyez que c'est un verbatim, un post-it, un verbatim, un post-it. Il n'y a pas de « et », il n'y a pas de virgule. On est là aussi très raide, très radical, encore une fois. Et puis, ça nous donne tout de suite un niveau de connaissance de notre utilisateur qui nous fait faire preuve d'humilité.
On ne se lance pas en brainstorming à dire exactement comment va se composer notre produit, quelles sont toutes les fonctionnalités de notre produit, sans s'être intéressé en amont, évidemment, à notre utilisateur. C'est notre boussole, c'est lui qui va cliquer sur les boutons d'action, c'est lui qui va nous dire si on a réussi ou non notre hackathon, finalement, c'est l'utilisateur. Vous pourrez toujours taper fort sur la table ou crier plus fort que vos collaborateurs. À un moment, c'est l'utilisateur qui a raison à la fin. S'il clique, s'il paye, s'il sort sa carte bleue, c'est que normalement, vous avez fait le taf. S'il ne clique pas, s'il ne sort pas sa carte bleue, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà ce qui est important. Voilà ce qui est très, très important. Pas de développement sans conception. Boussole, hein. En plus, ça a presque la forme d'une boussole, vous voyez un peu. Donc, j'aime beaucoup cette carte d'empathie. On en trouve, vous voyez qu'on pourrait ajouter même un peu les goals, les objectifs, quand on tire le meilleur des 4 cases ci-dessus, on peut même aussi aller chercher les gain points ou les pain points, donc les points de douleur, les points de récompense. Voilà des bonnes techniques autour de l'empathie. Et ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, je vous ai fait voir ça. Enfin, je fais exprès de ne pas aller plus loin, en fait. Non, on ne va pas aller plus loin parce que sinon, ça va vous donner envie de faire d'autres livrables qui seraient trop complexes pour un hackathon, comme des personas UX, des personas marketing ou des cartes d'empathie un peu plus costauds où on s'intéresse à ce que les gens voient, à ce que les gens aussi entendent. Bon, non. On reste sur une petite carte d'empathie comme ça en 4 cases. C'est déjà très bien. On pourra faire graviter un certain nombre d'informations très précieuses à ce niveau-là. OK. Et j'ai parlé de l'App Store, mais je ne parle même pas des blogs, des résultats de recherche sur Google, des réseaux sociaux sur Facebook et plein d'autres qui nous permettent d'avoir véritablement la parole utilisateur sans avoir à bouger de son canapé. Pas besoin forcément de faire des entretiens utilisateurs dans le cadre d'un hackathon. La parole de l'utilisateur, elle est partout, finalement. Et il y a des outils même dédiés. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me challenger. Je pourrais vous donner quelques outils dédiés à un peu ce guérilla UX, cette recherche d'avis utilisateur accélérée. Il y a quelques outils. Pas énormes, surtout en gratuit, mais il y en a quelques-uns. OK. J'attends de voir s'il y a une question par rapport à ça, mais sinon j'avance. Non, il n'y a pas de question particulière pour l'instant. C'est bien, voilà. C'est des personnes qui sont très, très studieuses, très à l'écoute, c'est très bien, ça me va aussi. Et donc je continue à dérouler. Finalement, quand on a déjà un bon objectif et qu'on a une bonne, je regarde un peu, voilà. Quand on a ici un bon objectif et une bonne carte d'empathie, d'ailleurs je vais avancer, non c'est bien quand même d'avoir la totale, eh bien, on va pouvoir se mettre d'accord ici sur un terme qui est entre conception et développement, finalement, et qu'on dit PLG, Product Led Growth. Et là, vous allez voir, on va créer un parcours un peu standardisé. Un parcours standardisé parce que, pareil, on n'a pas beaucoup de temps en hackathon, et donc on ne va pas passer notre temps avec le dictionnaire de synonymes ou en brainstorming pour dire que d'abord l'utilisateur, il arrive sur la page d'accueil, et puis qu'ensuite, il découvre notre service, et puis ensuite, comme étape, il paye notre service. Bon, enfin, tout ça s'applique à peu près à n'importe quel produit. Donc, autant assumer un parcours générique pour aller vite sur les fonctionnalités qu'on veut développer, et puis à la rigueur, personnaliser ce parcours générique si besoin, que de partir d'une feuille blanche et de perdre beaucoup de temps à se mettre d'accord avec nos collaborateurs. Donc là, je vais vous proposer aussi effectivement un parcours très générique issu du Product-Led Growth, qui est une tendance actuellement, là, 2022-2023, très très importante, que je dis souvent un mariage de raison entre les UX designers qui faisaient déjà beaucoup de parcours utilisateurs, Customer Journey Map, entre les équipes marketing qui faisaient déjà beaucoup de stratégie marketing, je pense notamment à l'inbound marketing, le fait de créer du contenu de qualité pour attirer les utilisateurs à nous. Et puis les gros hackers qui, eux, allaient chercher la croissance avec des funnels, ce qu'on appelle des entonnoirs de croissance. Ben là, il y a une espèce de mariage de raison entre ces 3 disciplines qui donne le Product-Led Growth et qui nous permet d'avoir des parcours génériques sur lesquels on peut travailler vite et bien. On va regarder ça dans le détail. Et puis enfin, quelques petits outils, parce qu'après, on peut poser déjà un peu nos maquettes sur FigJam, aussi sur Figma, évidemment. FigJam, c'est vraiment le tableau blanc de Figma. Et donc ça permet et puis un certain nombre de livrables. Notre carte d'empathie, par exemple, pourrait se retrouver aussi sur FigJam directement. C'est bien d'associer ça avec nos codes pour avoir quand même un petit outil de gestion, même si on est dans un hackathon et qu'on ne va pas non plus, on va pas faire des rituels, on va avoir une organisation du travail qui est assez minime, mais je pense qu'avoir un tableau Kanban pour voir l'avancée du travail, le travail en cours, le travail à faire, le travail terminé, le travail à tester, ça c'est important et on peut le faire avec Notion, avec Trello par exemple. Et puis d'avoir effectivement un tableau blanc collaboratif, FigJam potentiellement, Miro, pour pouvoir mettre notre carte d'empathie, mettre différents livrables si besoin. Et puis surtout, en fait, les maquettes. Les maquettes, à quoi vont ressembler vos pages écran, même très basse fidélité, même si ça reste des zonings ou des wireframes, des maquettes fil de fer. Très, très important. On ne se lance pas dans les développements
sans avoir un peu de visibilité sur ce à quoi va ressembler notre produit. Donc, des maquettes pour les pages écran, des diagrammes pour les interactions entre les bases de données. Voilà 2 livrables, diagrammes de flux et maquettes wireframe, qui sont très, très, très précieux pour ensuite accélérer dans les développements. Et c'est bien ça le hackathon. Moi, je préfère qu'on perde un peu de temps en conception, quitte à ce que ça représente, je ne sais pas, un tiers, voire même la moitié quelquefois du hackathon, tellement on peut aller loin sur les outils de conception. Et qu'après, on sprint, mais c'est même plus un sprint, quoi. Là, c'est une course fusée, quoi. C'est une course de fusée, c'est du Usain Bolt pour aller en no-code, potentiellement, parce que c'est une très bonne pratique. Après, là, ça dépend des niveaux de compétences. Quelquefois, ça sera en no-code ou sur certains hackathons en code pur, mais toujours étant qu'on ira chercher des outils sur lesquels on est déjà efficace et qu'on aura beaucoup de vélocité parce qu'on aura déjà notre conception. Et moi, j'ai une petite question, Arnaud. Les autres, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment aussi dans le chat. Mais j'avais une question sur le choix de la stack de tes outils. Est-ce que ça arrive à cette phase-là, en amont, tu te dis, OK, j'ai envie de prendre en main Bubble, donc je vais faire un hackathon et je vais définir une problématique qui va dessus? Ou est-ce qu'en fait, tu fais tout ce travail d'empathie, de North Star, de maquette, et après, tu prends en main ta stack? Très intéressant comme question. Alors, moi, tu vois, il y a des hackathons sur lesquels j'ai participé. Par exemple, vous connaissez, enfin, vous avez certainement tous entendu parler de Vivatech. C'est un des plus gros salons européens et en tout cas le plus gros en France, franchement, un des plus gros européens dédiés à l'innovation. Et il y a notamment comme partenaire TechCrunch. TechCrunch, c'est un pure player, c'est un magazine en ligne dédié là aussi à l'innovation, qui est édité depuis la Silicon Valley, donc c'est très très lourd, mais je pense que TechCrunch, ça vous dit aussi quelque chose. Et finalement, donc TechCrunch est partenaire du Vivatech et organise tous les ans le plus gros hackathon d'Europe lors du Vivatech. Et pour y avoir, alors c'est sur candidature, et ensuite on peut participer à ce hackathon, et il y a plusieurs défis qui sont fixés. Et en général, là aussi, c'est des grandes entreprises. Moi, je sais que j'ai participé, c'était IBM, il y avait Le Bon Coin, il y a LVMH, etc., qui vont vraiment là ouvrir une partie de leur techno pour qu'on puisse faire le hackathon. Moi, par exemple, avec IBM, c'était l'intelligence artificielle Watson. L'intelligence artificielle Watson qu'on découvrait, c'était encore un peu balbutiant, et qu'on découvrait pour la première fois afin de faire un produit. Et ça faisait partie un peu des exigences de ce hackathon. Donc là, ça va vraiment dépendre des hackathons. Quelquefois, on va dans un hackathon pour tester une nouvelle techno, et donc on choisit le défi qui va bien. Moi, j'avais envie de me forcer en IA. Bon, ben voilà, je réponds au défi de IBM et je vais tester Watson pour faire un produit. Ou ça m'est arrivé aussi sur des outils no-code, justement, que je n'avais pas toujours l'occasion d'utiliser dans ma carrière professionnelle pour mes clients, d'aller faire un hackathon pour me challenger sur moi, ça remonte un peu, mais là, c'était Sheet to Site. Moi, j'avais beaucoup aimé Google Sheet comment créer un site internet à partir de Google Sheet, donc d'un tableur. Voilà, une solution avec laquelle, pour le coup, j'ai eu des bons résultats en hackathon et ça marchait très très bien, mais plein d'autres en fait, plein d'autres outils. Il faut effectivement profiter du hackathon pour progresser en termes de pédagogie. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui nous permettent de nous challenger comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de compétition de médecins pour savoir qui sera le meilleur des chirurgiens. Et par contre, il y a des compétitions effectivement du UX designer, de développeurs, de concepteurs et de développeurs finalement, pour essayer de faire le meilleur produit possible. Et en ça, c'est une bonne manière d'apprendre et de progresser. Ouais. Donc, ça va dépendre de la vision avec laquelle vous arrivez, quoi. Quelquefois, nous, on vient pour gagner. Donc, je t'avoue qu'on sait très précisément ce que va être notre stack technique, les outils qu'on maîtrise bien. Quelquefois, on se laisse un peu plus surprendre. Toujours étant qu'il est quand même assez difficile, si vous voulez, de définir une stack finale, définitive, tant qu'on n'a pas le what, tant qu'on n'a pas les fonctionnalités, quoi. Si on n'a pas les fonctionnalités devant les yeux, si on n'a pas un peu les maquettes devant les yeux aussi et les diagrammes devant les yeux, c'est difficile de concerner les concepteurs et les développeurs sur la stack technique idéale. Aujourd'hui, en informatique, il y a 10 000 manières d'arriver au même endroit. Et il y a plusieurs outils pour faire du formulaire, il y a plusieurs outils pour faire du site internet. Chacun a leur spécificité, on va y revenir. Tant qu'on n'a pas les fonctionnalités devant les yeux, vous prenez une décision au regard de vos compétences, quoi. Si vous n'avez pas les périmètres, ça veut dire que vous choisissez votre stack au regard de ce que vous avez envie de découvrir ou au regard de ce que vous maîtrisez déjà parfaitement. Par contre, si c'est très, très innovant, si vous êtes sur un produit très innovant, il faut attendre d'avoir le what devant les yeux, d'avoir les fonctionnalités devant les yeux, les maquettes, les diagrammes de flux, pour prendre une décision solide. Yes, et petite question de Fabrice aussi dans le chat, et après on passera aux autres slides parce qu'on a un timing qui avance, mais Fabrice dit, est-ce que tu peux nous faire une petite mise à jour orale, Arnaud, des Marias Tool?
des outils. C'est quelqu'un qui me connaît ça. Ouais, je peux. Ouais, bien sûr que je peux. Ouais. Ah ouais, je peux. Ouais. Alors, bah, qui dit question dit réponse. Alors, on va aller regarder ça vite fait. Donc là, je vais reprendre une autre. Alors, ça a un peu évolué. Je crois que donc, Fabrice, ça doit être un de mes padawans, un de mes meilleurs padawans. Il a dû passer déjà en formation chez Maria Schools. Et donc, il connaît ma volonté de produire des infographies, des petits outils no-code qui aident les alumni, les participants des formations à mieux maîtriser le game, évidemment. Alors, j'ai celle-ci, notamment là, actuellement, là, qui tourne bien, où là, j'ai fait mon top 25 des livrables à absolument connaître pour quelqu'un qui veut faire du produit informatique. Là, vous avez devant les yeux, effectivement, on va dire un cycle de vie produit complet, conception, développement, amélioration. Et on voit les livrables, vraiment le top 25 des livrables à connaître. Et à chaque fois, vous voyez qu'il y a un petit code couleur qui nous permet de voir un peu aussi le top 5 des outils, selon moi. Là, j'ai mis Adalo en no-code, parce on peut faire beaucoup de choses avec Adalo, mais franchement, ça pourrait être Bubble, ça pourrait être Webflow, là, ça dépend des goûts et des couleurs. Et des problématiques. Et des problématiques, exactement. Là, c'était plus en guise d'exemple. Par contre, le top 4 ici, oui, en outil de gestion, Notion, ça me semble une évidence. Le couple Figma, FigJam pour l'UX et l'UI designer, il n'y a pas débat. Et Maze, accroché à Figma pour faire les tests utilisateurs, là aussi, je crois qu'il n'a même pas de concurrent direct, donc on n'a pas vraiment le choix. Et donc là, on a vraiment quelque chose de bien. Donc ça sert déjà un peu de mise à jour. Et si on va un tout petit peu plus loin là-dessus, je crois que j'ai fait ça aussi il n'y a pas longtemps. Alors bon, vous voyez que ça déborde un petit peu là. Il faudrait que je range un peu mon espace de travail. Où est-ce qu'on peut retrouver ça J'en ai cité plein d'autres, oui. J'ai remis à jour mes outils. Mais on va déjà s'arrêter là pour le hackathon et on va regarder plus précisément peut-être après les outils no-code. Mais effectivement, j'ai toujours mon best-of d'outils à utiliser de la conception jusqu'au développement et on pourra vous partager effectivement les ressources dans le cadre de ce webinaire. Aucun problème. Vous me dites si besoin d'en savoir plus, mais sinon j'avance. Nice. On peut aller voir la ressource que j'ai mis en cliquable là aussi sur le PLG. C'est Amplitude, comme par hasard, qui revient sur le devant de la scène, toujours dans son blog. Qu'est-ce que c'est que le product led grosse? On nous explique tout. C'est un livre d'abord qui est sorti en 2019, qui n'est pas encore traduit en français. Et donc on s'approprie tous actuellement ce parcours très générique. Vous le voyez. On commence par la curiosité de l'utilisateur, puis avoir un aha moment, vraiment un effet waouh, avant d'avoir cette boucle-là très intéressante, cette boucle de croissance entre l'échange de valeurs et les triggers. Ce qu'on appelle les triggers, c'est les actions qui vont amener notre utilisateur à revenir sur le produit, à continuer à parcourir notre produit. Et puis ensuite, on veut chercher de la viralité. Ça veut dire qu'on veut que notre utilisateur il devienne un ambassadeur du produit, il le partage. Et donc là, vous voyez que ça crée plusieurs boucles à la fois et un parcours, effectivement, un parcours assez vertueux, mais générique. Et en fait, c'est ça qui est bien. Parce qu'on peut y faire graviter des métriques qui sont précises. Pour la curiosité, on regardera l'acquisition. Enfin, entre curiosité et aha moment, on regardera l'acquisition. Entre aha moment et value exchange, on regardera l'activation, etc., etc. Donc voilà quelque chose qui va nous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et vous voyez que l'article est très, très bien foutu là aussi. Je passe rapidement. OK. FigJam, je ne le présente pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Miro, c'est un gros tableau Klaxoon, c'est un gros tableau blanc collaboratif. On peut commencer à faire du maquettage de page écran, mais ce n'est pas encore tout à fait abouti. Je pense que ça le sera un peu plus d'ici 6 mois, 1 an. Le rachat d'Adobe risque aussi de jouer en la faveur d'un outil qui va être de plus en plus puissant à ce niveau-là, sur le maquettage. Mais sinon, il y a Figma. Il y a le gros Figma si on a les compétences pour aller chercher du maquettage un peu plus haute fidélité. Et puis en no-code, alors là, je vous donne une ressource. Voilà, moi, c'est bien gentil de connaître mon best-of à moi, mon best-of personnel, et je vous remercie pour toute votre attention, Fabrice notamment. Mais franchement, No-Code Tech a killé le game. Il y a tout. Il y a tout. Pour moi, c'est la meilleure base. C'est la meilleure base actuellement. NoCode.tech. Il y a tous les outils. C'est juste inimaginable. Ils sont hyper bien classés. Website Builder, App Builder. Donc là, par rapport à la question de la stack, créer sa stack intelligemment, il y a des tutos, il y a des use cases. Waouh. Voilà, en plus, le site, il est classe. C'est tout ce qu'on aime, ça. Hein, vous voyez que Automation Tool, App Builder, c'est bien éditorialisé. Ça fait remonter les produits phares par catégorie. Enfin, bon, c'est même vraiment, c'est très très bien designé. C'est un site qui est très très agréable à parcourir. Ok, donc ça,
Là, il y a vraiment les best des best qui se trouvent ici. Et puis, vous voyez que c'est généreux. Hein. Il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus. C'est incroyable le nombre d'outils no-code actuellement. C'est juste explosif, quoi. Je nous recentre un peu parce que je sais à quel point tu es passionné, qu'il y a des milliards d'outils, voilà. mais on a d'autres commandements. Mais bien sûr. Alors, mais de toute façon, ceci dit, tu vois, j'avais un peu découpé, mais j'ai été bavard et j'ai déjà gagné du temps. J'ai déjà gagné du temps d'une certaine façon, puisque je voulais vraiment appuyer, mais maintenant avec des exemples concrets, sur le bienfait de se choisir une North Star métrique. Et je vous donne un exemple très précis. C'est un projet sur lequel nous travaillons avec Héloïse actuellement. C'est le projet d'une équipe de 3 personnes. Je les embrasse très fort. Yasmina, Abderrahman, Mathieu, qui travaillent actuellement. Ils sont en jury jeudi. Ils devront présenter à des experts no-code à l'issue de leur hackathon leur travail. Et puis, vous voyez qu'ils ont respecté les bonnes pratiques et on va voir à quel point c'est intéressant en termes de démo. D'abord, alors je vous donne un peu de contexte sur leur projet. Ils veulent faciliter le batch cooking. Peut-être que des personnes se posent la question de qu'est-ce que c'est que le batch cooking. Le batch cooking, c'est je fais mes courses et une fois par semaine, je fais toutes mes découpes, toutes mes découpes, toutes mes prépas. Et après, je mets dans des tupperwares, je mets au frais, je mets au congélo, voilà. Et lorsque le lundi arrive, parce qu'en général, on fait ça le week-end, je n'ai plus qu'à réaliser ma recette finalement. Toute la préparation a été faite. Je n'ai plus qu'à faire réchauffer, à mettre à la casserole, à mettre au four. Et comme ça, je gagne beaucoup de temps parce que nos vies, vous le savez, on a des vies de fous, on travaille tout le temps. Et donc, on a de moins en moins de temps pour manger. D'ailleurs, très intéressant, ces études sur la réduction des temps de repas. Et là, à très grande échelle, en termes de démographie, les gens, surtout entre midi et 2, mangent de plus en plus vite ou ont de moins en moins de temps pour manger. Les deux sont liés, évidemment. Donc, très intéressant, là, le problème qui nous est offert par le batch cooking, c'est celui de faciliter un peu tout ça, parce qu'il y a eu toute une mode autour du batch cooking, mais ça s'est un peu éteint par la suite. Alors, soit parce que les personnes, apprenant à batch cooker, à un moment, n'ont plus besoin de ressources par rapport à ça. Hein, ils ont un niveau d'expertise qui fait qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ou alors, surtout parce que les gens, en fait, le week-end, ils sont comme vous et moi, quoi. Ils préfèrent chiller, ils préfèrent regarder un match de l'équipe de France que de batch cooker, quoi. Ouais, voilà. Ça peut être le problème. C'est que passer 3 heures le week-end à batch cooker, ça peut juste être chiant, quoi. Et qu'on a envie de faire autre chose, de profiter de ses enfants, de regarder un film, de faire une balade, d'aller au cinéma, mais pas forcément de batch cooker. Donc, gros problème. Et ça, vous le savez, pour faire du produit informatique, il nous faut un problème. S'il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien de chercher une solution, quoi. Il faut un gros problème. Et là, ça nous donne des chances d'aller chercher les utilisateurs. Si vous arrivez en mode Steve Jobs, waouh, je me suis levé ce matin avec une super idée, après, j'espère que vous aurez la chance de trouver des utilisateurs qui pensent comme vous. Par contre, si vous identifiez bien un problème, là, il y a forcément des gens qui seront intéressés par votre solution. OK. Donc, on a un problème, et vous le voyez, on a une North Star métrique qui est assez intéressante et qui est assez subtile. On est bien sur du transactionnel. Hein. On va vendre un service là dans le cadre de ce produit qui va être des chefs à domicile. C'est-à-dire que justement, pour pallier à ce problème qui était oui, j'ai autre chose à foutre de mon week-end que de batch cooker, pas de souci, on a une solution. On fait venir un cuisinier chez vous pendant 3 heures, tout comme certains d'entre vous font peut-être venir une femme de ménage chez eux pendant 3 heures pour faire le ménage chez eux. Et bien là, pareil, on fait venir un cuisinier qui, pendant 3 heures, fait les prépas. Comme ça, nous, on peut regarder notre match de l'équipe de France et puis être sûr que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on gagnera du temps sur la réalisation des repas. Donc la North Star, elle est assez sexy. On est sur du transactionnel, c'est un échange de services. Et on a choisi le nombre de batchs par foyer par trimestre. Parce que non seulement il faut effectivement que les gens aient envie de batch cooker dans leur foyer, et donc un nombre de repas par semaine qui soit important, mais il faut qu'on ait une rétention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces gens ils fassent ça de façon expérimentale. On le fait une fois parce que là, on n'a vraiment pas le temps de faire la cuisine cette semaine. Donc là, on appelle un cuisinier et puis on ne le refera plus jamais, quoi. Ou on le refera dans un an, on le fait qu'à Noël. On le fait qu'à Noël. On le fait que pour Noël. Non, ça, le produit, il se casserait la gueule. Donc là, si on donne une North Star métrique, une étoile polaire qui nous permet de faire vivre le produit pendant les 5 prochaines années minimum, il faut se donner quelque chose d'un peu plus costaud. Et donc, on est allé chercher aussi cette fidélisation de l'utilisateur avec le nombre de batchs par foyer et par trimestre. Donc, ça va nous créer une petite équation finalement qui va être notre indicateur, plus que notre indicateur, notre métrique, notre North Star métrique. OK. Vous voyez qu'après, on peut décliner d'autres indicateurs, mais celui-ci, c'est celui qui gouverne tout le monde. C'est celui sur lequel on se repose quand on dérive, celui qui nous permet de travailler tranquillement en équipe. OK. Alors, vous voyez que ça permet après de lancer la roadmap et la veille stratégique, notamment, avec quelques ressources qui vont nous rendre plus intelligents pour créer ce produit. OK.
Donc là, ça a été bien fait. Et on va rester sur ce use case pour justement voir des outils pour avoir vraiment du concret. Si on continue, on a ici la cible, évidemment, je vous en ai parlé. Et là, peut-être que certains d'entre vous seront surpris, peut-être que vous aurez envie de challenger, n'hésitez pas avec le chat. Mais au regard de notre North Star métrique, nombre de badges par foyer par trimestre, cette idée de retenir les utilisateurs, il y avait finalement deux cibles évidentes, enfin évidentes ou non, hein, il faut connaître le sujet, mais il y avait deux cibles qui se présentaient à nous. Soit, on va le dire très clairement, la working girl, hein, la femme d'affaires pressée, enfin la femme qui bosse beaucoup et qui n'a pas le temps, quoi. Et ça, je le dis sans sexisme, soyons clairs, on fait de l'expérience utilisateur, moi j'ai aucun problème avec ça. Aujourd'hui, si vous faites des études d'utilisateurs, vous verrez, hélas, que c'est encore un peu plus les femmes que les hommes qui s'occupent de la bouffe. Moi, ce n'est pas le cas chez moi. Moi, je suis vraiment monsieur cuisine. C'est moi qui fais la bouffe. C'est vraiment moi qui fais la bouffe tous les soirs pour ma femme et pour mes enfants. Mais il y a des gens qui sont encore un peu rétrogrades et qui laissent faire madame. Donc, c'est le monde dans lequel on vit. Et donc, c'est vrai qu'au regard justement de notre carte d'empathie, des différentes recherches utilisateurs qu'on a pu faire, on s'est rendu compte qu'il y avait donc deux cibles. Soit, effectivement, la femme qui bosse beaucoup et qui veut quand même que son mari ou son conjoint, ses enfants, sa copine, enfin les gens qui composent son foyer, mangent correctement, des produits frais, et donc peut être intéressé par ce genre de service. Ou alors, pour avoir plus de rétention, les personnes âgées. Parce que le problème de la working girl, c'est que la working girl, bon, une fois qu'elle saura faire, il n'est pas sûr qu'elle revienne trop sur notre service. Elle sera autonome, elle n'aura peut-être pas besoin de faire venir un cuisinier à la maison, à voir. Et puis en ça, elle peut aussi avoir des problèmes d'intimité, c'est-à-dire de dire, moi, quelqu'un qui vient chez moi, le week-end, je suis en pyjama, j'ai envie de rester tranquille. Et puis même si on creuse encore plus en termes d'expérience utilisateur, il y a aussi des utilisateurs qui disent, ouais, c'est de l'esclavage qui cache son nom. On a servi quelqu'un qui vient travailler, on pourrait le faire et on fait travailler quelqu'un à notre place. D'ailleurs, et qui tiennent le même discours sur la femme de ménage. Donc, bon, c'est ça les comportements utilisateurs. C'est ça, s'intéresser à ces utilisateurs pour prendre la meilleure des décisions, pour bien faire dialoguer notre North Star métrique avec notre cible bien radicale. Ben là, finalement, quand on cherche un dialogue qui est fertile, quand on cherche à justement dépasser ce problème de l'intimité ou de l'esclavage, eh bien, apparaît la cible, enfin, ça renforce même la cible des personnes âgées qui, elles, pour le coup, auront besoin de liens sociaux, seront contentes d'avoir un cuisinier qui vient à la maison pour casser la routine, pour discuter, pour ne pas rester toute seule chez elle, etc. Donc elle, voilà, le problème d'intimité, il sera beaucoup moins important et au contraire, le sujet du lien social sera beaucoup plus fort. Et puis effectivement, la personne âgée, là, si elle aime votre service, il y a de grandes chances qu'elle s'abonne, qu'elle se fidélise, parce qu'actuellement, les alternatives qui nous sont proposées, c'est des plats préparés à mettre au micro-ondes, alors que là, c'est un cuisinier qui prend des produits frais, de qualité, qui les batch cook, et après, le vieux, il n'est pas non plus infantilisé, il peut réaliser son plat, mettre à la casserole, mettre au four. Et potentiellement, on pourra même lui proposer des options pour que le cuisinier fasse tout s'il n'en a pas l'autonomie, mais ça, c'est dans la roadmap, c'est pas dans le MVP. Ok. Parce que le MVP, il se veut radical, et c'est ce qu'on va aller voir. Si vous avez des questions déjà à ce niveau-là entre ce dialogue entre North Star métrique et la cible, c'est le bon moment. Mais sinon, vous pouvez bien revoir ici. On avait bien les célibataires très occupés, bobos engagés, avait dit même la porteuse de projet. Je ne sais pas si j'aurais assumé totalement cette sémantique du bobo engagé. Mais vous voyez qu'on a déjà les cartes d'empathie. Alors là, ce n'est qu'un extrait, mais vous les voyez. La maman célibataire avec enfant. Mais est-ce qu'elle aura les moyens de s'abonner à ce service, parce qu'il y a un prix de faire venir un cuisinier qui fait les courses pour vous, qui vient chez vous, etc. Tout ça, c'est pas de la magie, c'est pas gratuit. Un foyer, famille avec enfants, voilà, pour moi, c'est beaucoup moins prioritaire, effectivement. Des aidants, là, c'est intéressant, personnes âgées aidants, qui nous permet d'avoir une cible prioritaire et peut-être une cible secondaire. Et puis, évidemment, les cuisiniers qui vont faire partie de l'équation, mais qui ne sont pas notre utilisateur prioritaire, parce que ce n'est pas eux qui nous payent. Là aussi, quand on se pose la question de qui est mon utilisateur prioritaire, parce que c'est une question que j'ai souvent entendue dans ma carrière, et où on me dit que, par exemple, sur Uber, il y a des chauffeurs et il y a des passagers. Oui, mais même si vous regardez Uber, vous verrez bien que l'application, elle s'adresse surtout aux passagers, et en creux, elle s'intéresse aux conducteurs. Il y a bien une priorité. Enfin, c'est vraiment visible sur une application comme Uber. Vous pouvez aller faire le test si vous le souhaitez. Et pourquoi c'est le cas? Parce que Uber gagne son argent quand moi, je sors ma carte bleue.
pas quand le chauffeur sort sa carte bleue. Donc, l'utilisateur prioritaire, c'est souvent celui qui vous fait gagner de l'argent. Quand même. Donc ça, rappelez-vous de ça, quand il y a débat entre vous, de dire « Ah, c'est plutôt le cuisinier ou c'est plutôt la personne pour qui je cuisine ?» C'est la personne pour qui tu cuisines, puisque c'est elle qui sort sa carte bleue. Donc, OK. Personne âgée, donc c'est pour ça qu'il faut bien la retrouver dans notre North Star métrique et qu'il y ait bien ce dialogue entre objectif et cible. Super. Et donc là, vous voyez, ça nous permet de faire de la veille, de voir qu'il y a déjà des sites qui existent et dont les nôtres, alimentation des personnes âgées à domicile, les rations idéales, les plats qu'il faut aussi leur fournir par saison, par... Bon, voilà, donc là, on peut faire un travail de qualité, bien orienté. Et si on se trompe, notre utilisateur nous servira de boussole. S'il ne clique pas sur les boutons d'action, on pourra toujours tester avec une autre cible, mais au moins, on aura chassé cette zone d'ombre, on aura une bonne analyse et on pourra comme ça pivoter si besoin. Mais on n'aura pas tout mélangé. OK. Et puis, vous le comprenez bien, ce n'est pas la même façon de faire un produit pour des personnes âgées que de le faire pour des enfants. Ne serait-ce qu'un exemple, les boutons d'action vont être beaucoup plus gros, les typologies, les typographies, pardon, excusez-moi, les typographies, les polices d'écriture vont être beaucoup plus grosses, etc., etc. Il y a des notions d'accessibilité qui vont être beaucoup plus importantes pour les personnes âgées, même si c'est important pour tout le monde, soyons clairs. Mais là, ça sera un détail voilà, qui tue potentiellement, sans vouloir faire du monde noir. Ok. On continue et le voilà le périmètre. Là, on peut commencer à poser ce périmètre de travail. Et je vous le disais, on va utiliser cette technique-là, donc du product-led grosse, pour avoir un parcours très générique. Et vous voyez, quelles sont les étapes de mon parcours? Ça va être effectivement d'abord de les sensibiliser, ce qu'on appelle l'awareness. Puis d'acquérir de nouveaux prospects. Au début, ils visitent mon site, et puis ensuite, j'ai vraiment envie qu'ils deviennent de véritables prospects. Puis d'activer ces prospects, c'est-à-dire que vraiment, ils laissent des informations, ils cliquent sur des boutons d'action. Puis de les faire revenir sur le produit, la rétention. Puis ensuite, de faire de l'argent, le revenu, et enfin, de faire d'eux des ambassadeurs, le referral. Donc là, on a un parcours très générique qui va nous permettre de poser les grandes briques de notre produit, finalement. Ce qu'on appelle des épiques en agile, donc des tas de récits utilisateurs, des gros tas de fonctionnalités qui correspondent bien à ce qu'on a envie de faire. Et donc là, vous le voyez, par exemple, en sensibilisation, on va d'abord commencer par créer une page d'atterrissage dans laquelle on va demander l'adresse postale du futur client. Parce que, évidemment, ce produit-là, quand on va faire le MVP, on ne va pas pouvoir le déployer dans toute la France. Donc, on va peut-être pouvoir commencer avec quelques cuisiniers à le faire en Île-de-France. Et donc, on va penser notre produit pour que là aussi, si vous n'êtes pas en Île-de-France, on pourra vous envoyer un email pour vous dire « Restez en veille, on arrive bientôt ». Et que si vous êtes en Île-de-France, vous pouvez continuer votre parcours. Et c'est pour ça que c'est si important, là, de demander l'adresse postale dès le début du parcours, pour pouvoir ensuite continuer à acquérir ou à s'activer. Alors, l'acquisition, c'est une notion de sensibilisation, on va dire payante, quoi. Alors, pas payante, c'est pas le bon terme, mais en fait, on fait la différence entre awareness et acquisition pour dire, en awareness, vous êtes capable de le faire tout seul comme des grands. En acquisition, vous avez besoin d'un outil tiers, vous avez besoin d'externalité. C'est-à-dire que de l'acquisition, c'est un coût d'acquisition. C'est par exemple, vous payez de la pub sur Google Ads. Bon, si vous payez de la pub sur Google Ads, c'est de l'acquisition. Si vous rédigez un article de blog, c'est de l'awareness. Voilà. Donc, c'est une question d'externalité. OK. Et puis ensuite, je pense que vous avez bien compris, activation. Donc là, par exemple, on va simuler le prix du service, on va planifier la venue d'un cuisinier, on va choisir les plats, évidemment, les recettes qu'on veut manger, on va choisir la base de données avec les informations du chef, on va créer une base de données, donc ça c'est plutôt un travail back-end, c'est pas quelque chose que vont voir les utilisateurs, mais ça fait aussi partie du produit, donc le fait d'avoir une base de données pour retrouver toutes les informations. Donc voilà le travail à faire finalement, en vert ici. Voilà le travail à faire, et là on a déjà un premier lot dont on peut estimer la complexité, c'est les petites étiquettes que vous voyez là entre nous, dire là moi je suis pas à l'aise là-dessus, je trouve que c'est très compliqué, je vais mettre du L, ou alors là je trouve que c'est très facile, je vais mettre du S. Donc voilà quelque chose qui va permettre de bien vous organiser dans le cadre du hackathon avec votre équipe. Et puis vous voyez les périmètres, il y a une certaine façon de rédiger les périmètres. Normalement c'est toujours voilà c'est vraiment pareil, il n'y a pas trop de et, il n'y a pas trop de virgule, c'est assez raide, parce qu'ensuite on va pouvoir faire des maquettes, on va pouvoir faire des prototypes pour justement matérialiser tout ça. Ok. Donc, ça ne sert à rien d'être super précis. Il faut là être empirique. Il faut mettre les mains dans le cambouis pour préciser tout ça. OK. Donc, PLG, hyper cool pour très rapidement donner une première, Et puis, en fait, si on veut donner une première expérience à son utilisateur, et d'ailleurs en PLG, on préconise même d'avoir un premier lot qui n'englobe pas le revenu, c'est-à-dire d'avoir d'abord une première version freemium de son produit, avant d'aller chercher du travail à faire dans la colonne revenu, pour ajouter dans un temps 2
les fonctionnalités payantes. Donc, de vraiment faire cette distinction, premier lot, freemium, deuxième, troisième, quatrième lot, premium, potentiellement. Donc, ça, très, très intéressant grâce au PLG, pour aller vite, pour aller bien, pour pas trop se creuser la tête. On a déjà un petit parcours idéal qu'on n'a plus qu'à compléter, quoi. OK. Le jaune existe déjà, et vous n'avez plus qu'à faire les étiquettes vertes. À vous les répartir, évidemment, et à en estimer la complexité, à les prioriser, parce que là aussi, c'est de l'informatique. Je peux commencer par l'awareness, mais je pourrais très bien commencer par faire choisir les plats. Je pourrais très bien déjà faire une base de données des recettes et de laisser la possibilité à mes utilisateurs de choisir les plats, alors que je ne connais même pas encore leur adresse postale. Enfin, en informatique, c'est ça qui est bien, on peut faire preuve d'abstraction, et donc finalement, on commence par ce qui apporte le plus de valeur au produit en priorité. OK. Donc ça nous permet déjà un peu de gérer notre produit. Ensuite, on fait un Kanban, un petit Trello, pour bien s'organiser. Je vous avais dit un Notion. Moi, je préfère un Notion. Et comme ça, là, on peut vraiment travailler ensemble pendant le hackathon. OK. Il nous reste 100 minutes, Arnaud. Est-ce qu'il y a des commandements essentiels à transmettre? On les a déjà dit, mais voilà, je voulais vraiment les marquer avec des illustrations parce que je trouve que ça ancre plus quand on voit des exemples concrets. C'est pour ça que je déroule ce fil rouge jusqu'au bout. Et en termes d'exemples concrets, je pourrais vous envoyer aussi, si vous voulez, j'ai 2 articles qui sont des exemples de projets qu'avaient fait des groupes lors de la première promo. Et là, la promo 2, ils sont en train de faire des produits tellement canons que je vais faire des articles aussi. Restez en veille, je vous les enverrai si ça vous intéresse. Ouais, parce que vous verrez de quel bois on se chauffe avec cette formation no code. Et voilà des personnes qui ne se connaissaient pas et qui repartent à la fin de la formation avec un produit clé en main. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, c'est aussi pourquoi je continue à participer toujours à ces formations. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et je rajoute du coup un petit commandement au tien de dire, regardez aussi justement avec ces exemples-là, ce que font d'autres personnes sur le temps d'un hackathon. Ça vous aidera à vous mettre dans la démarche, dans le why, dans qu'est-ce que je peux faire sur le temps imparti. Soyez en veille parce que c'est ça aussi qui vous aidera à vous prioriser. Yes. Vas-y, je te laisse finir. Et je finis en beauté, mais je pense que là, déjà, nos participants, nos auditeurs s'y attendent. On a finalement une maquette qui correspond au premier lot. Le lot, c'était landing page, menu avec saisie d'adresse postale. Ça tombe bien. C'est exactement ici ce qu'on retrouve en maquette. Vous voyez que ça a été réalisé là avec un outil qui s'appelle Uizard, qui est pas mal du tout. Ça aurait pu être fait avec FigJam ou Figma. Et ça nous permet de bien poser les choses. On va avoir une image de présentation, une proposition de valeur, un champ libre. Voilà comment ça s'appelle ça en informatique. Un champ libre, un input en anglais, input field, pour pouvoir finalement glisser l'adresse et voir si l'utilisateur peut continuer son chemin. Super ça. Ça nous dit déjà là quelques fonctionnalités, création d'un compte utilisateur, navigation principale, logo. Voilà du travail à faire pour l'équipe qu'on va pouvoir se répartir et qu'on va pouvoir faire facilement. Et surtout, on va pouvoir préciser là véritablement notre stack technique. Au regard de ce qu'on veut faire, au regard de ce dont on a besoin en fonctionnalité, on va désormais pouvoir comparer nos outils no-code au regard de la liste de fonctionnalités gratuites et ou payantes et faire des choix avisés. Voilà ce que je vous conseille. Alors là, on avait choisi Webflow. Ça répondait à tous les besoins, mais par contre, en termes de compétences, c'est une courbe d'apprentissage qui est assez importante. Et donc, finalement, là aussi, on a gardé Webflow, mais notamment pour les notions de formulaire. Comme Webflow n'était pas assez abouti pour nous en termes de formulaire, on est allé chercher Toli, j'espère bien le prononcer, T-A-2-L-Y, qui nous a permis de faire un formulaire de grande qualité qu'on embarque à l'intérieur du Webflow pour avoir quelque chose de beau, pour avoir un vrai produit. Alors voilà, là, normalement, c'était la dernière slide, mais je ne résiste pas, dans la minute qui me reste, à vous faire voir que ça existe vraiment, tout ça. On n'est pas là pour rigoler. On est là avec un vrai prototype sur Toli. On peut aller le voir. Comme ça, maintenant que je vous ai suffisamment parlé du sujet, vous allez vite comprendre. Quelle est la région dans laquelle vous habitez ? Si moi, j'habite en Nouvelle-Aquitaine. Si j'habite en Nouvelle-Aquitaine, notre service n'est pas encore disponible chez vous. Quelle est votre adresse électronique pour rester informé ? Bon, voilà, on va se remettre en Île-de-France pour pouvoir quand même continuer à jouer. Et puis, en Île-de-France, on va me demander quel est. Et vous voyez là, pas de design. On fait quelque chose qui fonctionne. Le design, ça vient après. Voilà un commandement que j'aurais pu rajouter. Il y a un commandement pour un designer. Je peux vous dire que Arnaud ne lésine pas sur le design. Non, moi, je suis c'est d'autant plus fort, je trouve, que tu dis ça alors que tu es UX designer, parce que c'est pas que tu n'en as pas compris l'importance, c'est que tu sais que dans le cadre d'un hackathon, c'est ça qui fait la différence. On finira par le design. Et puis, encore une fois, pour ceux qui connaissent bien l'architecture informatique, il n'y a pas de CSS sans HTML. Il faut d'abord poser la structure, l'ossature, le squelette, avant de rajouter la peau. OK. Donc là, effectivement, on fait vous voyez, c'est des placeholders, mais ça nous va déjà très très bien. Il y a des gros boutons que les personnes âgées vont bien pouvoir cliquer. Ceux-là sont peut-être un peu trop petits. On verra avec les tests utilisateurs si ça les dérange ou pas. Mais on pourrait les grossir.
quel est le nombre de... Alors bon, on va dire qu'ils sont deux, hein, c'est papy et mamie, ils sont deux dans le foyer, et puis que eux, ils veulent vraiment toute la semaine, donc ils veulent les 7 plats, ça va déjà leur coûter 159 €, hein, il y a quelqu'un qui fait les courses pour eux, qui fait la préparation pour eux, etc. Ce qui n'est pas abusé si vous faites le calcul, finalement, entre le temps pour les courses, le temps pour faire l'ensemble des repas, etc., etc., et que vous divisez tout ça pour avoir un espèce de prix horaire, vous verrez que c'est plutôt cohérent. Mais ça, c'est les porteurs du projet qui en décident et qui font leurs tests. Moi, là, je ne suis que facilitateur, Scrum Master, accompagnateur. Ok. On valide, on va chercher qui? Héloïse? Allez, Héloïse, tu veux... C'est toi la cuisinière, là. Hein, bon. Allez. Allez, c'est toi qui Vas-y. cuisine. Ça pourrait être Arnaud, vous le voyez, on a mis des prénoms comme ça, mais elle aura... Voilà, les porteurs du projet auront leur propre cuisinier, évidemment. On va prendre Héloïse aujourd'hui. Et là, on va voir l'affichage du petit calendrier d'Héloïse. Alors, elle n'est pas disponible en décembre, évidemment, c'est un test. On ne voulait pas que ça parte en vrille. Mais sinon, on pourrait tout de suite réserver notre créneau avec Héloïse, ça serait magique. Et puis ensuite, les catégories de plats. On n'aime pas le gluten. Bon, voilà, on n'aime pas le gluten, on n'aura que des plats sans gluten. On veut tous les autres plats possibles, ils arrivent ici. Et puis, on avait dit qu'on voulait en sélectionner 7. Et on va sélectionner 7. Hop, les 7 premiers qui viennent. 5, 6. Et alors 5, le prix s'adapte. Ah oui, le prix s'adapte et il me dit que j'ai encore 2 plats à sélectionner. Alors, comme je ne suis pas fou, je vais le faire. Ah, là, c'est bon, j'ai mon prix total, 249. Ah, et si j'étais bête, parce que ça, c'est l'expérience utilisateur, et que j'en sélectionnais un de trop, excusez-moi, j'ai pas bien mis la formule, mais normalement, il devrait me dire, vous en avez sélectionné un en trop. Excusez-moi. Peut-être que j'ai pas dû le faire jusqu'à 7. Je l'ai fait jusqu'à 5. Excusez-moi, j'ai pas encore fini jusqu'à 7. Mais toujours étant que vous voyez que ça fonctionne bien, et que là, je pourrais valider et aller sur le Stripe pour payer. Alors là, ce n'est qu'une image du Stripe, mais vous pouvez me faire confiance. Si je vais sur le Baco, on peut regarder d'ailleurs comment tout ça fonctionne. Dans l'éditeur, il y a bien le Stripe qui est prêt à être lancé. Alors, vous voyez que c'est beaucoup de logique conditionnelle, hein, ce n'est pas de la magie. Il y a vraiment du travail pour faire cet outil no-code. Et vous voyez que le Stripe, pour le paiement, il est prêt à être paramétré et que tout ce que vous venez de voir, voilà, c'est tout ça. Oui, là je permets aussi de rajouter une petite phrase de conclusion sur cet exemple qui clôt en beauté la démarche qu'on a pendant le hackathon. Moi, je pense aussi que dans les commandements du hackathon, il y a le temps que vous allez y investir. Nous, là, en tout cas, dans le cadre de Maestro, on a fait le choix d'étaler les journées, pas sur vendredi, samedi, dimanche, mais étaler à chaque semaine, ce qui permet vraiment d'avoir du temps pour creuser les outils, aller regarder des vidéos, aller chercher sur Internet, tester, continuer à travailler sur les livrables sur lesquels on vous aura guidé. Et je pense qu'aussi la différence entre les groupes se fait sur le temps investi et sur le travail fourni derrière, et que se lancer dans hackathon, ça veut aussi dire se lancer dans quelque chose dans lequel on va être à fond et en tout cas si vous voulez repartir avec un produit canon, voilà, ça nécessite aussi de creuser derrière et de s'y impliquer sur le temps qui est imparti. Si vous avez des questions, je reste encore quelques petites minutes à votre disposition, genre 2 ou 3 minutes. J'ai demandé, mais j'ai l'air de pas avoir de grandes questions. Ah, Quentin est en train de taper. Peut-être que Quentin, tu as une petite question. Ah non, il nous dit merci. Trop sympa. Cool, j'espère que ça vous aura plu, que ça a mis un peu au clair les bonnes pratiques à avoir quand on se lance dans un hackathon. Comme d'habitude, l'équipe en priorité. Et puis ensuite, très rapidement, un objectif, une cible. Quelques petites techniques pour aller plus vite sur le what, sur les livrables, évidemment les fonctionnalités. Et puis des outils, no-code, qui sont merveilleux. Là, je vous ai présenté Toli. Quelques maquettes aussi, évidemment, pour faire ça correctement. Et aussi pour ceux qui peut-être revenir au why de faire un hackathon, aussi l'importance de concevoir ces produits qui font parfois, soit qui prennent Yasmina dans l'exemple que tu montrais, à vocation à vouloir s'y consacrer pleinement et en faire vraiment un produit entrepreneurial, mais aussi on a des exemples d'alumni qui font ça comme side project, ce qui est aussi très vendeur en entretien pour montrer que vous savez apprendre sur des nouveaux outils, sur des nouvelles thématiques. Donc c'est vrai que ces hackathons, au-delà de l'apprentissage qui passe par la pratique, vous permettent aussi de construire un portfolio qui peut être canon pour vos entretiens et pour booster votre carrière. Donc voilà, merci Arnaud beaucoup pour cette présentation, ces commandements. Et puis si vous qui étiez connectés, vous avez envie de faire un hackathon avec nous et de vous y confronter, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accompagner. La prochaine promo du coup est en janvier. Shana, vous avez envoyé les contacts d'Osvan si vous voulez prendre rendez-vous avec lui, puis surtout que ce soit Arnaud ou moi ou n'importe qui de l'équipe Maestro, si ça vous intéresse, vous nous écrivez et puis on saura vous réorienter vers lui si vous avez plus son lien. Voilà, écoutez, passez tous une très belle journée.
journée. Merci beaucoup Arnaud pour tous ces conseils et on se revoit à d'autres events Maestro, si ce n'est pendant le hackathon. Avec grand plaisir. À bientôt. Je reste à votre entière disposition. Bisous à tous.